Bien, maintenant, nous allons demander au docteur Mario Beauregard de bien vouloir venir. Mario Beauregard est chercheur agréé au département de psychologie à l'Université de Montréal et il a un doctorat en sciences neurologiques dans l'Université de Montréal et postdoc en neurobiologie à l'University of Texas Medical School et en neuropsychologie à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Il est membre du Centre de recherche en sciences neurologiques et du Centre de recherche en neuropsychologie expérimentale et cognition de l'Université de Montréal. Il est membre du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal aussi et du Centre de recherche à l'hôpital Notre-Dame du CHUM. Le thème qu'il va aborder maintenant, neurosciences, conscience et expérience spirituelle. Alors, le plan de ma présentation aujourd'hui, c'est le suivant. Je vais d'abord parler un peu de la notion de matérialisme scientifique. C'est encore un postulat métaphysique qui est dominant dans le monde des neurosciences contemporaines. Je vais par la suite présenter quelques théories au sujet des rapports esprit-cerveau, des théories surtout matérialistes, pour faire l'état des choses à ce niveau-là. Par la suite, je vais présenter une série d'études d'imagerie cérébrale qui montrent que l'activité mentale peut exercer une influence importante au niveau de l'activité du cerveau. Ensuite, je vais aborder la question des neurosciences et de la spiritualité. Je vais aussi faire allusion à la notion d'un esprit non local, c'est-à-dire d'un esprit qui ne serait pas localisé au niveau du cerveau, mais qui interagirait avec le cerveau. Et je vais terminer par quelques conclusions. La plupart du matériel que je vous présente aujourd'hui dans cette conférence-là, vous pouvez le retrouver dans mon dernier livre qui s'appelle The Spiritual Brain en anglais, mais en français, ça a été traduit sous le titre Du cerveau à Dieu. C'est publié par Guy Trédaniel, éditeur. Donc, commençons avec la notion de matérialisme scientifique. Alors, le matérialisme scientifique, c'est un concept qui est relativement vieux, qui date de plusieurs siècles, et c'est un concept pour lequel tous les événements dans l'univers ont une cause matérielle. Donc, c'est une cause qui va être gouvernée par des forces de la nature, mais telles qu'elles étaient comprises par la physique classique, surtout du 18e siècle. Donc, c'est une conception qui est maintenant considérée comme étant périmée au niveau de la physique moderne, la physique quantique. Alors, pour le matérialisme scientifique, évidemment, tout ce qui concerne la conscience, les processus mentaux, l'esprit, ne peuvent pas exister indépendamment de l'activité du cerveau. Et donc, ça veut dire que la croyance en la vie après la mort, par exemple, c'est quelque chose qui est considéré comme absurde, non fondé. Et aussi, toutes les croyances au sujet de Dieu et les expériences spirituelles en général sont considérées comme simplement ou des processus hallucinatoires, des illusions, des croyances non fondées. Et donc, dans cette foulée-là, la question du libre arbitre aussi, le libre arbitre à ce moment-là est considéré comme une illusion. On parle d'une tentative pré-scientifique d'expliquer le comportement avec ce genre de concept-là, alors que pour la plupart des biologistes et des neuroscientifiques contemporains, le comportement et les expériences internes au niveau de la conscience sont générées par les interactions entre des facteurs internes au niveau génétique, au niveau neurobiologique. Par exemple, la libération de certains transmetteurs chimiques dans le cerveau, et des facteurs externes, donc au niveau de l'environnement familial, l'éducation, les conditions socio-économiques, etc. Et donc, parce que les processus mentaux et la conscience sont le produit de processus neurophysiologiques, alors évidemment,
il est impossible que l'activité mentale qui est localisée à l'intérieur du cerveau puisse exercer une influence à l'extérieur du corps et du cerveau. Donc, tout ce qui concerne la question des phénomènes psy, de la parapsychologie, c'est de la foutaise pour les scientifiques matérialistes, réductionnistes. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de certaines théories au sujet des rapports esprit-cerveau parce que ces théories-là sont directement en lien avec le postulat matérialiste dont on vient de parler. La première théorie historiquement qui a été proposée à ce niveau-là, c'est ce qu'on a appelé l'épiphénoménalisme. Thomas Huxley, le biologiste anglais qui était un grand ami de Charles Darwin, a été un des principaux artisans de cette théorie-là. Et pour Huxley et les autres qui ont suivi, ce qu'on appelle la conscience et l'esprit, c'est-à-dire les processus mentaux comme la perception, la mémoire, l'imagination, les émotions, etc., ben, ce sont des épiphénomènes des processus neuronaux qui, eux, sont à l'origine des processus mentaux de la conscience. Donc, ça signifie que le cerveau fonctionne sans que la conscience et les processus mentaux ne l'affectent nullement. Et donc, on peut comparer ça à, si on veut, l'esprit qui, comme un arc-en-ciel, surplombe une chute d'eau. Donc, l'arc-en-ciel elle-même est la résultante de l'interaction entre les rayons lumineux, et donc les particules d'eau, et elle ne peut pas influencer, évidemment, l'environnement. Il y a une autre théorie qu'on appelle l'éliminativisme, qui directement découle du behaviorisme des années 30, 40, 50. Donc un behaviorisme très radical. Les principaux artisans de cette doctrine sont des philosophes intéressés par la question d'esprit, surtout Patricia Smith Churchland et son mari Paul Churchland en Californie, et également le philosophe Daniel Dennett. Et ces auteurs-là proposent que la conscience et les processus mentaux peuvent être réduits de façon radicale, systématique, à des événements neuronaux. Donc, ils n'ont pas vraiment d'existence réelle. On ne doit que considérer les phénomènes en termes électriques et chimiques dans le cerveau. Et donc, ça veut dire que le libre arbitre, la conscience, les processus mentaux, ils sont considérés comme des processus ou des concepts qui sont pré-scientifiques, des concepts vagues qui sont associés à ce que ces auteurs-là appellent une psychologie populaire, en anglais une folk psychology. Et ces auteurs-là proposent d'éliminer donc ces concepts et de n'expliquer finalement que l'activité mentale humaine strictement en termes d'équations basées sur des processus électriques et chimiques dans le cerveau. Et pour appuyer leur dire, ils vont considérer les effets, par exemple, de lésions cérébrales circonscrites dans des régions précises du cerveau. On va parler également des effets de la stimulation électrique dans des différentes régions, circuits du cerveau. On considère aussi l'influence des drogues psychotropes qui peuvent changer le fonctionnement mental, ça c'est bien démontré. Et donc, pour ces philosophes, ça prouve que finalement, tout ce qui est conscience et processus mentaux est complètement déterminé par l'activité neuronale et qu'en fait, on peut complètement assimiler esprit, conscience à ces activités électriques et chimiques dans le cerveau. Il y a une autre théorie matérialiste qui est celle-là très, très en vogue, c'est celle de l'identité psychophysique. Ça a été proposé par plusieurs grands chercheurs, grands neuroscientifiques, comme Jean-Pierre Changeux, par exemple, Gérald Edelman, Eric Kandel, qui sont des prix Nobel, Francis Crick aussi. Et selon cette façon de voir les choses, la conscience et l'esprit sont simplement la résultante de l'intégration de milliards d'événements de nature électrique et chimique dans le cerveau, dans différents circuits complexes.
Et ces chercheurs proposent que la conscience, les processus mentaux sont appréhendés par l'individu conscient de manière subjective, expérientielle, donc on dit à la première personne, c'est-à-dire de l'intérieur. Alors que les événements neuronaux, électriques, chimiques, métaboliques, eux, sont mesurés de manière plus objective, c'est-à-dire à la troisième personne et de l'extérieur. Et donc, ces chercheurs proposent que les événements neuronaux, électriques, chimiques, sont simplement la contrepartie physico-chimique des processus mentaux. Donc, c'est comme les deux revers, si on veut, d'une même médaille. À ce moment-là, il y aurait un parallélisme psychophysique entre les événements neuronaux d'une part et les processus mentaux d'autre part. Et c'est pour ça que Jean-Pierre Changeux, par exemple, a écrit que, dans son fameux livre « L'homme neuronal », que l'identité entre états mentaux et états physiologiques ou physico-chimiques du cerveau s'impose en toute légitimité. Edelman, lui, a écrit qu'un processus mental est un événement neural, et Kandel, plus récemment, écrit que l'esprit est ce que le cerveau fait. Alors, il y a historiquement eu des théories dualistes ou d'autres théories qui se sont opposées à ces façons de voir sur le plan matérialiste. Il y a aussi des théories qu'on appelle panpsychistes, où on propose qu'il y aurait des processus mentaux et de la conscience dans tous les niveaux d'organisation de la matière, y compris au niveau des microparticules dans le monde subatomique. Première théorie dualiste, c'est la théorie de Descartes, donc ce qu'on a appelé le dualisme de substance. Alors, Descartes a proposé qu'il y avait deux types de substances dans le monde qui sont radicalement séparés. Donc, l'esprit, d'une part, la matière, d'autre part. Et il y a eu également, par la suite, John Eccles, qui est un autre prix Nobel de physiologie médecine, qui lui a proposé un dualisme qui est interactionniste. Donc, pour Eccles, la conscience et les processus mentaux existent véritablement et appartiennent au monde de l'esprit, au monde de la psyché. Et ça constitue des processus, des entités qui sont indépendantes du cerveau. Le cerveau, lui, qui appartient au monde matériel. Et Eccles a aussi proposé que la conscience et les processus mentaux interagissent avec le cerveau à l'aide de processus quantiques. Donc, on peut faire une critique, si on veut, des théories matérialistes au sujet des rapports esprit-cerveau à différents niveaux. D'abord, il y a le fait que l'émergence de la conscience à un niveau précis de complexité du cerveau n'est pas explicable par les lois naturelles connues. Donc, il n'y a aucune théorie matérialiste des rapports esprit-cerveau qui n'arrive à expliquer de façon satisfaisante comment, à un moment donné dans l'évolution, la conscience, l'esprit émergent. Aussi, en affirmant que l'esprit et la conscience ne sont pas efficaces sur le plan causal, qu'ils ne peuvent pas influencer le cerveau, alors ces théories-là vont contredire la théorie de l'évolution biologique. Parce que, selon la théorie de l'évolution biologique, les processus mentaux eux-mêmes et la conscience n'ont pu se développer que parce qu'ils étaient une cause effective, une cause réelle de la modification d'événements neuronaux dans le cerveau. Et ça, cette modification-là pouvait entraîner donc, à travers l'évolution, une modification du comportement humain. Alors ça, ce n'est possible qu'à la condition que le cerveau soit réceptif à l'influence des processus mentaux et de la conscience. Un autre problème qui a été soulevé par un philosophe des sciences, David Chalmers, en 1996, on a appelé ça en anglais le Hard Problem of Consciousness. En français, on peut traduire comme le problème difficile de la conscience.
c'est que Chalmers argumente qu'il existe un fossé, un abîme métaphysique et épistémique entre les états phénoménaux expérientiels qui sont construits à une perspective de la première personne et les états physiques, électrochimiques du cerveau à la troisième personne. Et donc, on ne peut pas réduire les états phénoménaux à la première personne aux états physiques du cerveau à la troisième personne. Donc, il y a un problème philosophique sérieux à ce niveau-là, et c'est ce qu'on a appelé donc le problème difficile de la conscience, un autre problème. J'ai parlé d'Eccles tout à l'heure, qui, vers la fin de sa vie, a fait des travaux avec un expert de physique quantique, physicien allemand, Friedrich Beck, et il a proposé que l'interaction de l'esprit avec le cerveau pouvait se faire au niveau de vésicules synaptiques. Donc, on voit ici, sur cette illustration, donc, des vésicules, les vésicules synaptiques, des canaux ioniques aussi. Et donc, ça, c'est un neurone qu'on dit présynaptique, et on a le neurone postsynaptique. Donc, vous avez un courant électrique qui arrive ici, et ça va mener à la libération de messagers chimiques dans ce qu'on appelle la fente synaptique, et ça va aller activer le neurone suivant, le neurone postsynaptique. Il y a un collègue à moi qui s'appelle le Dr. Henry Stapp. C'est un grand physicien théoricien qui est maintenant rendu à 76 ans. Il a travaillé avec deux des pères de la mécanique quantique, Heisenberg et Schrödinger, en Allemagne, dans les années 40. Et Stapp a développé un modèle basé sur une interprétation de la mécanique quantique qui est celle de von Neumann, parce qu'il faut savoir que en mécanique quantique, on a plusieurs interprétations, modèles possibles, en commençant par celui de Bohr, mais il y en a eu d'autres. Et celui de von Neumann, il reconnaît que la conscience de ce qu'on a appelé l'observateur en physique, ou du participant, c'est-à-dire du physicien qui effectue un acte de mesure, même au niveau microphysique, avec des appareils très, très sophistiqués, on s'est rendu compte qu'il y a 80 ans que ce physicien-là, par sa conscience, son intention, influence, change le comportement de guillemets des particules au niveau microphysique, qui peuvent se comporter soit comme des particules, soit comme des ondes, dépendamment du devis expérimental. Et donc, Henry Stapp, aujourd'hui, propose un modèle où il y aurait une interaction possible de la conscience, de l'intention avec le cerveau, qui se ferait au niveau de canaux ioniques, des canaux ioniques qui ont un diamètre de moins de 1 nanomètre, et à cet ordre de grandeur-là, en principe, les lois de la mécanique quantique s'appliquent. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de certaines études de neuroimagerie cérébrale qui montrent l'influence de l'activité mentale sur l'activité du cerveau. C'est basé sur un article qu'on a publié il y a quelques années dans une revue qui s'appelle Progress in Neurobiology. Ça, c'est d'abord une étude de tomographie par émission de positrons qui a été réalisée à l'Institut neurologique de Montréal, à l'Université McGill, avec certains collègues. Et on a travaillé avec des acteurs professionnels de la région de Montréal. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé les acteurs dans le scanner de tomographie par émission de positrons. Et ce qu'on voulait mesurer à ce moment-là, c'est la capacité de synthèse de sérotonine dans le cerveau des acteurs. La sérotonine, c'est un messager chimique qui est impliqué dans toute une panoplie de fonctions, y compris la régulation au niveau de l'humeur. Alors, on a demandé à nos acteurs d'auto-induire un état de très, très grande tristesse et un état de grande joie, en utilisant du matériel autobiographique, chargé émotionnellement, parce que c'était des acteurs de l'école de New York. Donc, c'est des acteurs qui ne simulent pas lorsqu'ils sont sur scène, mais qui utilisent vraiment des mémoires prenantes de leur vie pour jouer. Et donc, au bout d'une dizaine de minutes, on pouvait mesurer des changements
d'activité de la sérotonine. Et ce qu'on a vu, c'est lorsqu'ils étaient dans un état de joie, on a vu une augmentation du taux de synthèse de sérotonine dans des régions du cerveau, comme le cortex orbitofrontal, le mésencéphale, des régions qui jouent un rôle clé au niveau des émotions. Et pour le protocole tristesse, ben, on a vu exactement l'inverse, c'est-à-dire une diminution du taux de synthèse de sérotonine dans les régions qui font partie ce qu'on appelle le cerveau émotionnel, le cerveau limbique. Et donc, tout ça, ça se passait en l'espace de quelques minutes, seulement une dizaine de minutes. Donc, ça montre clairement qu'il faut faire très attention au type de pensée qu'on entretient, parce qu'on peut moduler très, très rapidement dans le cerveau l'activité électrique, l'activité chimique, métabolique. Et puis, si on entretient des patterns de pensée comme ça, négatifs pendant plusieurs heures ou plusieurs semaines, ben, ça peut avoir des conséquences très, très négatives. Une autre étude qui est intéressante à ce niveau-là, c'est une étude qui n'a pas été faite dans notre laboratoire, mais dans un laboratoire à l'Université de Vancouver par un groupe de neurologues. Et ils ont étudié l'effet placebo. Donc, le placebo, c'est évidemment les croyances, les attentes qu'on peut avoir au niveau d'un traitement qui n'est pas véritablement efficace sur le plan clinique. Dans ce cas-ci, ils ont fait croire à des patients qui souffraient d'une maladie de Parkinson très avancée. Dans le Parkinson, vous avez une destruction des cellules, des neurones qui produisent un messager chimique qui s'appelle la dopamine, qui contrôle la motricité, mais qui est impliqué dans plein d'autres fonctions aussi. Et ce qu'ils ont observé, c'est que plus les patients croyaient au placebo, et plus ils se sont mis à libérer de la dopamine dans leur cerveau, de façon comparable même à des individus sains sur le plan neurologique, pendant une période de temps, une certaine période de temps. Et ce qui est remarquable, c'est que dans le cas de ces patients-là, la destruction de leurs neurones à dopamine était rendue à 80%. Donc, ils avaient énormément de symptômes sur le plan clinique, beaucoup de tremblements, par exemple. Et avec le placebo, les tremblements ont diminué de façon très, très significative pendant une courte période de temps, évidemment, parce que les placebos ne durent pas. Et qu'après la fin de l'expérimentation, on a expliqué, pour des raisons éthiques, qu'il s'agissait simplement d'un placebo. Alors, il y a beaucoup d'autres études de neuroimagerie qui, lorsqu'on les met ensemble, ce que ça indique finalement, c'est que, moi je propose une hypothèse de transduction. Donc, une transduction, c'est une conversion d'une forme d'énergie ou d'information à une autre. Et ce que ça veut dire, c'est que sur le plan de la psyché, au niveau mental, tous les processus mentaux, les pensées, les émotions, les croyances, les désirs, etc., ben, c'est traduit, si on veut, au niveau du système nerveux, du cerveau en particulier, sous forme électrique et sous forme chimique. Donc, une pensée heureuse, par exemple, va entraîner une modification de ce qui se passe au niveau de la sérotonine, comme je vous l'ai montré. Cette transduction-là va avoir d'autres répercussions au niveau de l'organisme parce que le système nerveux est connecté à tous les autres systèmes immunitaires, tous les autres systèmes physiologiques de l'organisme, y compris le système immunitaire, le système endocrinien, et plus récemment, le système nerveux autonome aussi, mais il y a des évidences qui montrent aussi maintenant que ce qui se passe à ce niveau-là va influencer même l'expression de certains gènes. On est en train de se rendre compte de ça de plus en plus. Alors donc, on peut avoir une influence énorme sur ce qui se passe au niveau de notre cerveau. Je voudrais parler maintenant de neurosciences et de spiritualité. Neurosciences et spiritualité, c'est un domaine de recherche qui est relativement nouveau et qui est situé à la jonction entre les neurosciences, la psychologie, la religion, la spiritualité. Et l'objectif principal de ce nouveau domaine de recherche, c'est d'explorer les fondations neurobiologiques des expériences religieuses, spirituelles, mystiques, que j'utilise l'acronyme RSM pour
parler ou référer de ces expériences-là. Et le postulat de base de ce domaine-là, c'est que toutes les expériences humaines, y compris ce type d'expérience-là, elles sont médiées par le cerveau. Mais être médié par, ça ne signifie pas être créé par. Il y a une nuance importante. Et aussi, bon, il est important de mentionner que essayer d'identifier les bases neurobiologiques des ERSM, ben, ça n'enlève pas ou ça n'affecte pas vraiment la signification, la valeur de ces expériences-là. C'est aussi important de mentionner que ce type de recherche-là ne peut pas confirmer ou infirmer la réalité externe d'un Dieu, d'autres divinités, évidemment, puisqu'on ne fait qu'étudier des corrélats sur le plan neurobiologique. Donc, il n'y a pas de notion de causalité qui est impliquée à ce niveau-là. Alors, une question intéressante par rapport à ces expériences-là, c'est la question du point de Dieu ou du module de Dieu dans le lobe temporal. Ça, c'est une notion qui vient de certaines recherches cliniques qui ont été effectuées. Bon, les premières, ça fait déjà plusieurs décennies. Mais plus récemment, en 1997, il y a deux neurologues de l'Université UCLA en Californie, Saver et Rabin, qui ont proposé que le système temporo-limbique joue un rôle clé dans les ERSM. Donc, quand on parle du système temporo-limbique, on fait référence ici au cortex temporal, la partie externe, latérale, et il y a la partie interne aussi, où vous trouvez donc des structures comme l'amygdale, l'hippocampe, etc., qui sont aussi impliquées dans ce type d'expérience-là. Et les neurologues en question ont proposé que les grandes figures religieuses, spirituelles de l'humanité, comme Saint Paul, Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux, souffraient tous d'épilepsie du lobe temporal. Alors, il y a un neurologue de l'Université de Chicago, John Hughes, lui, qui a fait une étude assez exhaustive de ces figures religieuses. Il a étudié leurs écrits, par exemple, et puis il a essayé de voir de quels symptômes ils souffraient au cours de leur vie. Et il a conclu qu'il n'y avait pas vraiment d'évidence montrant que ces gens-là souffraient d'épilepsie du lobe temporal. Une chose qui est importante à souligner par rapport à cette question-là, c'est que la plupart des gens qui vivent des expériences religieuses, spirituelles, mystiques, ne sont pas épileptiques et qu'il y a très peu de patients épileptiques qui vont rapporter une expérience de ce type-là lorsque la crise épileptique est localisée au niveau du lobe temporal. Dépendamment des études, on parle entre 0,5 à 2,5 à 3% maximum. Donc, c'est plutôt marginal comme phénomène. Il y a un chercheur américain qui vit au Canada qui s'appelle Michael Persinger. C'est un chercheur matérialiste, athée, de façon ouverte. Et pour lui, la croyance religieuse, il appelle ça un virus cognitif. Et il a proposé que les expériences, les ERSM, ben, ça serait dû à des fluctuations électriques anormales, des microcrises, si on veut, épileptiques dans le lobe temporal. Et donc, toutes ces expériences-là, finalement, ça serait le produit d'hallucinations produites par cette partie-là du cerveau. Et il s'est dit, ben, il doit être possible d'induire ce genre d'expérience-là, si cette théorie est vraie, en stimulant de façon électromagnétique les lobes temporaux. Et il a produit ce que les journalistes ont appelé le casque de Dieu. Il y a déjà une vingtaine d'années. Alors, il a fait plusieurs recherches avec ça, mais ces recherches sont très, très controversées parce que souvent, il a tendance à recruter uniquement des étudiants de son propre département de psychologie et il leur donne des notes additionnelles s'ils participent. Aussi, il va les recruter en fonction de leur degré de suggestibilité. Il utilise des échelles pour... Et finalement, c'est pas de la très très bonne science. Il y a quelques années, il y a un groupe de chercheurs suédois qui ont décidé de répliquer ces choses-là. Ils ont utilisé exactement le même équipement qui avait été fourni par le laboratoire de Persinger. Mais dans ce cas-ci, ils n'ont pas filtré, ils n'ont pas recruté en fonction de la suggestibilité des étudiants. Et ils ont utilisé un protocole en double aveugle. Donc,
ni les expérimentateurs, ni les participants ne savaient s'ils appartenaient à un groupe contrôle ou on donnait une fausse stimulation finalement qui n'était pas efficace, ou s'ils appartenaient au groupe expérimental et ils n'ont trouvé aucun effet significatif. Donc la question de savoir si le lobe temporel est impliqué ou pas, c'est une question qui demeure toujours ouverte à ce niveau-là. Quand on parle de neurosciences, spiritualité, c'est un champ de recherche qui est de plus en plus grandissant. À date, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites par exemple, Richard Davidson et Antoine Lutz aux États-Unis, au Wisconsin, avec Mathieu Ricard et les moines bouddhistes, les moines du Dalai Lama. Mais il y a d'autres groupes aussi, comme celui de Paul Ekman en Californie, il y a Andrew Newberg, dont on parlait tout à l'heure, à l'Université de Pennsylvanie, John Cohen à Princeton, et puis Stephen Kosslyn à Harvard, qui sont de plus en plus intéressés à faire la recherche à ce niveau-là. Il y a une recherche qui a été faite, qui a été publiée déjà il y a quelques années par Andrew Newberg, la première à ce niveau-là, qui montrait qu'au niveau du lobe temporal, durant une méditation de type bouddhiste, il y a des modifications, donc un hypométabolisme au niveau de cette région-là pariétale, qui est associé normalement à ce qu'on appelle le schéma corporel. Donc, c'est la représentation du corps dans l'espace. Et donc, dans un état méditatif profond, l'expérienceur perd d'une certaine façon le contact avec son propre corps. Et ça se reflète par des changements dans cette région-là du cerveau. Nous, à Montréal, on était intéressés par la mystique plus de type chrétienne. On s'est orienté vers des carmélites. Et on était intéressés par ce qui se passe dans le cerveau lors d'une expérience mystique. L'expérience mystique est définie selon les critères proposés par Stace au début des années 60. Donc, pour Stace, une expérience mystique, ça implique un sentiment d'union avec Dieu, ou en tout cas avec une divinité. Ça implique aussi l'impression d'avoir contacté le fondement ultime de la réalité. L'expérience en général est au-delà des mots, donc très très difficile à communiquer. C'est une expérience qui se situe en dehors du temps et de l'espace, donc il y a une altération de l'état de conscience importante. Et généralement, c'est accompagné d'un état émotionnel qui est positif. Donc il va y avoir de la paix, de la joie, de la félicité qui vont être apportés. Souvent aussi un sentiment d'amour inconditionnel. Alors, on a travaillé avec notre quinzaine de carmélites à Montréal, qui étaient des cloîtrés en passant, et on a utilisé deux techniques. Une technique d'imagerie qui est la résonance magnétique fonctionnelle nucléaire. Ça permet de visualiser les régions du cerveau qui sont activées en 3 dimensions durant différents types de tâches. Et ce qu'on a vu durant la condition mystique, alors que les carmélites avaient l'impression d'être en état d'union avec Dieu, selon leur terminologie, on a vu des activations au niveau du fameux lobe temporal à droite, mais également dans plusieurs autres régions qui sont impliquées soit au niveau des émotions positives. Également, il y avait des changements au niveau du lobe pariétal supérieur, comme Andrew Newberg, mais il y avait aussi des changements au niveau du cortex préfrontal, des changements qu'on a attribués à des altérations au niveau de la conscience de soi, parce que les sœurs, on a utilisé une échelle qui s'appelle l'échelle du mysticisme, une échelle validée, pour étudier ce genre de phénomène-là. Et un des items qui ressortait le plus, c'était celui où les carmélites me disaient avoir l'impression d'être absorbés par quelque chose d'infiniment plus grand qu'elles. Et donc ça amène des changements au niveau de la conscience de soi, évidemment. Et on voyait des modifications dans le cerveau, dans les régions qui sont associées donc à ces différentes fonctions-là. On a aussi utilisé une technique qui s'appelle l'électroencéphalographie quantitative. Ici, vous voyez la sœur Diane, qui était la supérieure du couvent carmélite à Montréal, qui porte un bonnet d'électroencéphalographie, donc avec plusieurs électrodes. Et ça, c'est la pièce où l'expérimentation avait lieu. C'est une pièce qui était complètement insonorisée acoustiquement.
et complètement isolé aussi du champ électromagnétique terrestre par une cage de Faraday. Et donc, c'est un endroit où elles pouvaient entrer dans un état contemplatif profond qui ressemblait un peu à leurs cellules qu'elles ont au monastère des Carmélites. Alors, ce qu'on a mesuré avec le EEG, c'est beaucoup d'activités θ. Donc, c'est des ondes lentes qui varient entre 4 et 8 Hz. Et c'est des ondes qu'on mesure généralement lors de la période de l'endormissement, avant de s'endormir, lorsqu'on voit des images, donc c'est la période hypnagogique. Et c'est aussi une bande de fréquence qui a été vue chez des moines bouddhistes durant un état méditatif profond. Il y avait un petit peu d'ondes plus rapides aussi, mais de façon très prédominante des ondes lentes. Des ondes qu'on peut voir souvent chez des gens qui sont somnolents. Mais dans le cas de nos carmélites, on les surveillait à l'aide d'une caméra infrarouge, donc au niveau de la pièce où elles se trouvaient, et ils étaient parfaitement alertes, parfaitement éveillés. Donc il n'y avait pas de somnolence à ce niveau-là. Alors, elles sont capables vraiment d'entrer dans ce genre d'état-là, mais sans tomber endormies, par exemple. Et ça, c'est le fruit probablement de l'entraînement qu'elles ont subi, parce qu'on a calculé que pour la quinzaine de carmélites qu'on a investiguées, elles avaient passé un total d'à peu près 210 000 heures en prière et contemplation, depuis leur entrée dans l'ordre carmélite. Donc, c'est un peu comme des athlètes olympiques, si on veut, de la prière et de la contemplation. Et évidemment, à la longue, ça change le cerveau. Alors, ce qu'on a conclu de ces études-là, c'est que d'abord, il n'y a pas un seul point de Dieu dans le cerveau associé au lobe temporal. C'est une expérience qui est multidimensionnelle, évidemment, parce qu'il y a des changements au niveau de la conscience de soi, au niveau de la représentation du corps dans l'espace, sur le plan émotionnel aussi. Et donc, c'est très logique de voir des modifications dans les différentes régions du cerveau qui sont associées à ces différentes fonctions. Comme je l'ai mentionné au début de la présentation, ce qu'on fait avec les études d'imagerie, c'est qu'on mesure des corrélats. Donc, un corrélat, c'est un phénomène qui en accompagne un autre. Mais les phénomènes ne sont pas nécessairement réunis, liés par un état une fonction de causalité. Alors, on ne peut pas répondre à la question de est-ce que c'était ce qu'on mesurait avec nos appareils qui générait les expériences rapportées subjectivement par nos carmélites, ou au contraire, il y avait vraiment un contact avec une réalité extérieure à elle. Et pour répondre à cette question-là, il faut se tourner vers ce que j'appelle l'esprit non local. Donc, un des champs de recherche les plus importants à ce niveau-là, c'est celui qui concerne l'expérience de mort imminente. Donc, il y a un certain nombre de théories matérialistes, physiologiques, qui ont été proposées au cours des dernières décennies pour expliquer l'expérience de mort imminente. Donc, Susan Blackmore, par exemple, a proposé qu'il y avait une diminution du niveau cérébral d'oxygène et que ça, c'était responsable de plusieurs des aspects associés à l'EMI, comme par exemple l'espèce de vision centrale, la vision du tunnel, l'impression de lumière, parce que ça serait dû à une stimulation normale de la région visuelle, du cortex occipital du cerveau. Le problème avec ça, c'est que le manque d'oxygène n'est pas en général associé à une clarté mentale, à une mémoire claire. Or, les patients qui rapportent des EMI ont souvent des processus mentaux extrêmement clairs, lucides. Un autre problème, c'est que ce n'est pas tous les patients qui vivent un arrêt cardiaque qui vont rapporter aussi un EMI. Or, ces patients-là vont vivre une diminution d'oxygène au niveau de leur cerveau. Il y a d'autres théories qui ont été proposées, comme par exemple une libération importante de certains peptides qu'on appelle les endorphines. Donc, les endorphines sont liées à la perception de la douleur, mais aussi au bien-être. Mais ça ne réussit pas à expliquer certaines des composantes de l'EMI, comme le hors-corps, par exemple, la rencontre avec des êtres décédés,
la revue panoramique de la vie, ou même la transformation psychospirituelle qui suit souvent ce genre d'expérience-là. Une autre théorie qui est celle proposée par Persinger, dont on a parlé plus tôt, qui lui propose que ça résulte d'une activité électrique anormale dans le lobe temporal, donc une mycocrise, mais lorsqu'on fait une stimulation magnétique transcrânienne au niveau du lobe temporal, on ne réussit pas à produire une EMI classique. Donc, ça veut dire que les théories physiologiques traditionnelles qui ont été proposées n'arrivent pas à expliquer la plupart des composantes de l'EMI. Il y a une étude intéressante qui a été faite à ce sujet-là, qui est celle de Van Lommel en 2001, qui a été publiée dans l'ANSET. Van Lommel et ses collègues ont suivi 344 individus qui ont vécu un arrêt cardiaque dans une dizaine d'hôpitaux en Hollande. Et sur la totalité de ces gens-là, il y en a 12% qui ont rapporté une EMI. Et lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, c'est important de mentionner que l'activité du cerveau cesse au bout de 10 à 20 secondes. Donc, on ne détecte plus l'activité au niveau du cortex et du tronc cérébral éventuellement. Van Lommel, donc, en questionnant ses patients, a pu rapporter différents éléments sur le plan expérientiel, comme l'impression de traverser un tunnel, la revue panoramique de la vie, la rencontre avec des parents, des amis décédés, des paysages célestes aussi qui ont été observés, et également la rencontre avec ce que les expérienceurs appellent la lumière ou un être de lumière. Et il a suivi les patients sur une période de 8 ans. Donc, il les a interviewés au bout de 2 ans et au bout de 8 ans. Et ce qu'il a noté, c'est que, donc, au fil du temps, la transformation psychospirituelle qui suit se développe, devient plus prononcée, plus marquée avec le temps. Et il y a aussi, après ça, comme conséquence, une absence de peur de la mort et une certitude aussi qu'il existe une après-vie. Il y a aussi des capacités comme la compassion, l'amour inconditionnel qui, pour soi ou pour autrui, ou la nature qui se développe, qui se sont développées. Et il y a également l'impression d'une meilleure compréhension du but et de la signification de la vie. Il y a des travaux qui ont été effectués par le psychologue Kenneth Ring aussi dans les années 80-90 qui ont démontré que les EMI sont possibles également chez des aveugles de naissance. Et donc, les expérienceurs dans ces cas-là vont être capables de rapporter des détails concernant leur propre corps physique et aussi ce que l'équipe médicale faisait pour les réanimer en salle d'opération, également au niveau de certaines procédures médicales utilisées. Ce serait une vision qui est différente de la vision normale, habituelle, parce qu'on parle d'une vision 360 degrés et c'est une vision où les patients peuvent pénétrer à l'intérieur d'objets physiques à volonté. Donc, c'est différent de la vision traditionnelle associée au fonctionnement du système visuel dans le cerveau. Lorsqu'on parle de est-ce que l'expérience est réelle ou pas, il y a un cas qui est très intéressant, c'est celui d'une dame qui s'appelle Pam Reynolds, qui souffrait en 91 d'un anévrisme au niveau de la base du cerveau. Donc, l'anévrisme, c'est comme un ballon finalement au niveau du système, du réseau artériel qui menace d'exploser à tout moment. Et c'était localisé à un endroit où le cerveau contrôle les fonctions vitales comme la respiration, le rythme cardiaque, tout ça. Donc, c'est une région qu'on appelle le tronc cérébral. Alors, la vie de cette femme-là était menacée. Elle a entendu parler d'un neurochirurgien à l'université d'Arizona, de Phoenix, à l'Institut neurologique, qui s'appelle Robert Spetzler. Et Spetzler, il y a une trentaine d'années, il a mis au point une procédure chirurgicale qu'en anglais on appelle standstill. Donc, c'est une procédure qui vise à stopper le cœur, on arrête la respiration et on draine le sang de la tête du patient et on abaisse la température corporelle du patient à environ 15, 16, 17 degrés Celsius. Et donc, l'EEG du patient
devient évidemment plat parce qu'il est dans un état de mort clinique. Dans cet état-là, c'est beaucoup plus facile de faire la réparation au niveau de l'anévrisme parce qu'il n'y a pas de tension au niveau du réseau artériel circulatoire. Alors, dans le cas de Palmenaz, son état de mort clinique a duré pendant près de 60 minutes. Et ce qui est fascinant, c'est que pendant que on savait qu'il n'y avait plus d'activité cérébrale détectable par l'EEG, elle a eu l'impression de sortir de son corps physique et elle a pu rapporter avec précision les détails. Elle a dessiné, par exemple, des outils, des instruments chirurgicaux qui étaient utilisés durant la procédure, alors qu'elle était déjà endormie lorsqu'elle est entrée dans la salle d'opération et que les instruments en question étaient recouverts. Elle ne pouvait pas les voir. Elle a pu aussi rapporter de façon assez précise des dialogues entre les neurochirurgiens, les infirmières qui se trouvaient sur place. Et à un autre moment dans son expérience, elle a eu l'impression de traverser un tunnel à haute vitesse. Et de l'autre côté du tunnel, elle a rencontré des parents, des amis décédés. Et dans la dernière étape de son expérience, elle a rencontré une lumière très, très brillante et aimante. Et elle a eu l'impression que cette lumière-là, c'était la lumière à partir de laquelle Dieu créait tout ce qui existe dans l'univers. Donc, c'est une expérience qui a complètement transformé sa vie sur le plan psychologique et spirituel. Et c'est un cas très intéressant parce que, bon, celui-là, il est particulièrement intéressant dans le sens où on monitorait toutes ses activités physiologiques. Donc, on savait qu'elle n'avait pas d'activité cérébrale détectable, en tout cas, avec les outils utilisés à ce moment-là. Mais c'est un cas qui suggère, et il y en a d'autres également, que ce qu'on appelle les processus mentaux, donc les pensées, les émotions, les perceptions, etc., et la conscience peuvent continuer en état de mort clinique, même si apparemment le cerveau ne fonctionne plus. Ça suggère aussi qu'on peut avoir des expériences spirituelles, mystiques très intenses lorsqu'on ne détecte plus d'activité cérébrale. Et dans ce sens-là, on pourrait suggérer que les RSM ne sont pas nécessairement des hallucinations qui sont produites par le cerveau, puisque dans ce cas-là, le cerveau ne fonctionnait plus. Ça, c'est une image qui illustre une étude de résonance magnétique fonctionnelle qu'on a fait à Montréal récemment, l'année dernière, avec un groupe d'expérienceurs qui ont vécu une expérience de mort imminente. Et c'est tous des gens qui se sont rendus jusqu'à l'étape de la rencontre avec la lumière, l'être de lumière. Et c'est des gens qui nous ont dit avoir l'impression d'être demeurés en contact avec cette lumière après leur EMI. Donc, ils peuvent entrer dans une espèce d'état méditatif où ils vont se brancher à ce niveau-là. Puis nous, on s'est dit, ben, on va faire comme avec notre étude chez les carmélites, on va regarder ce qui se passe dans le cerveau en utilisant l'électroencéphalographie et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Ce qu'on a vu, c'est des changements dans le cerveau à différents niveaux. Il y a plusieurs des changements qui sont semblables à ce qu'on a observé chez les carmélites, mais il y a quand même certaines différences aussi. On a fait également l'électroencéphalographie, et là on a vu encore une fois beaucoup d'activités θ, donc des ondes lentes, mais également l'activité bêta élevée, même plus haut que bêta, ce qu'on appelle des ondes gamma. Les ondes gamma, il y a plusieurs chercheurs qui pensent que c'est associé à la conscience. Donc, c'est très intéressant de voir ce pattern-là émerger chez ces patients-là. Lorsqu'on parle de cas anecdotiques pour les scientifiques purs et durs dans le domaine des neurosciences, ou même les médecins qui sont sceptiques par rapport à ça, ce qu'on nous dit, c'est que les cas comme Palmenaz, c'est des cas anecdotiques. Donc, ce qu'on voudrait, de la part des sceptiques, c'est un protocole de recherche où là, on essaie de contrôler le plus de variables possible là, on essaie de voir s'il est vraiment possible d'avoir une perception hors du corps à ce moment-là, par exemple, dans un contexte chirurgical qui implique un état de mort clinique, donc un état, comme on dit en anglais, standstill. Alors, à Montréal, dans un hôpital de Montréal, on est sur le point d'amorcer un projet de recherche comme ça, où on va placer des images présentées sur un moniteur vidéo
qui est situé à peu près 2,5 mètres du sol. Et on ne peut voir le moniteur vidéo qu'à partir du plafond. Donc, les membres de l'équipe chirurgicale ne peuvent pas voir les images qui sont présentées. Et les patients ne savent pas à l'avance que des images vont être présentées. On présente les images de cette façon-là parce que, assez souvent, les patients, durant un état de mort clinique, rapportent une expérience hors du corps et une vision à partir du plafond. Et ils ont tendance à regarder leur corps, souvent, pour essayer. Ça peut prendre un certain temps avant qu'ils puissent s'identifier physiquement. Et ils regardent surtout au niveau de la tête, leur visage, voir s'il s'agit bien d'eux. Et donc, on a placé le poteau et le moniteur vidéo près de la tête, derrière la tête, mais à 2,5 mètres du sol. Les images vont changer à toutes les 30 secondes. Ce sont des images qui font partie d'une bande validée, des images chargées émotionnellement. Et dans ce cas-ci, à Montréal, on induit une mort clinique pour faire des réparations au niveau de la aorte, des malformations au niveau de la aortique. La période de mort clinique chez nos patients dure en général entre 17, 18 et 20 minutes. Donc, c'est un projet qui débute. Et on va voir, on ne sait pas, on n'a aucune idée de combien de patients on va avoir besoin pour éventuellement trouver un cas positif ou si jamais c'est quelque chose de possible. Mais je suis en discussion avec d'autres centres hospitaliers à travers le monde où on pourrait reproduire le même paradigme pour augmenter notre échantillonnage, notre nombre de participants. Quand on parle d'esprit non local également, ça implique pour la conscience, les processus mentaux, d'être capable d'exercer une influence à l'extérieur du corps, du cerveau donc. Il est important de noter que les champs électriques et magnétiques générés par le cerveau ne peuvent pas dépasser plus de quelques millimètres. Parfait. Donc, il y a toute une série d'études qui a été réalisée dans les dernières décennies et qui a été analysée par un psychologue, un ingénieur qui s'appelle Dean Radin aux États-Unis, qui montre qu'il a fait ce qu'on appelle au niveau statistique une méta-analyse. Donc, la méta-analyse, vous prenez des centaines, voire des milliers d'études pour mesurer vraiment la puissance de l'effet qui vous intéresse. Donc, est-ce que c'est vrai que l'intention humaine peut influencer un générateur de nombres aléatoires que vous voyez là? Générateur de nombres aléatoires, c'est comme si on lançait des pièces électroniques, puis ils fassent, par exemple, à chaque fois. On génère de cette façon-là soit des séries de 0 ou de 1, et on demande aux individus d'influencer consciemment la distribution des chiffres en question. Donc, de faire en sorte que les chiffres ne soient plus distribués de façon aléatoire, mais en fonction d'une intention, soit générée par exemple des 0 ou des 1. Et Radin a fait une méta-analyse avec 800 études, plus de 800 études, et ce qu'ils ont trouvé, c'est que la probabilité que le résultat de toutes ces études-là soit dû au hasard était de 1 sur 1 trillion, 1 sur 10 à la 18. Les générateurs de nombres aléatoires sont basés sur du bruit électronique, et ça, c'est des phénomènes au niveau quantique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'intention humaine, la conscience, peut influencer un circuit électronique au niveau quantique. Il y a d'autres méta-analyses qui ont été faites cette fois-ci qui montrent que l'être humain peut influencer non pas des systèmes électroniques, mais cette fois-ci des systèmes vivants. On parle à ce moment-là de biopsychokinèse, soit par exemple d'influencer la réponse galvanique de la peau chez d'autres humains, l'index de réactivité émotionnelle, mais on peut aussi influencer des micro-organismes par l'intention et tout ça, des levures, des bactéries, etc. Donc, c'est de plus en plus établi, ces choses-là. Il y a aussi des méta-analyses qui ont été faites avec des milliers d'études au sujet de la télépathie qui montrent que les résultats de toutes ces études-là, que ce soit dû au hasard, ben, la chance est de 1 sur 1 million de milliards, 1 sur 10 à la 15. Donc, ce sont vraiment des phénomènes qui existent et qui suggèrent, à mon avis, qu'il existe une espèce de psychosphère, donc
qu'à un certain niveau, on a tous une psyché individuelle, mais que la psyché individuelle ouvre vers un domaine qu'on peut appeler transpersonnel, et le transpersonnel, lui, est connecté avec la psyché collective. Ça, c'est pas une idée nouvelle. Théâtre Desjardins a déjà parlé de ça, Carl Jung. Mais ce que ça veut dire, c'est que nos psychés individuelles, ce sont des systèmes dynamiques qui bougent continuellement. Et donc, par ce genre de système-là, de psychosphère, ce qui se produit au niveau individuel pourrait avoir des répercussions, des influences au niveau collectif et vice-versa. Donc, en guise de conclusion, j'aimerais simplement mentionner que, d'abord, les études que j'ai présentées en neuroimagerie indiquent que l'être humain n'est pas un robot biologique, contrairement à la position conventionnelle des neurosciences, des sciences en général, parce que les processus mentaux, la conscience, peuvent exercer une influence causale sur les processus électriques chimiques du cerveau. Et nos fonctions mentales, comme la conscience, par exemple, la volonté, les émotions, c'est ce qui nous permet, en tant qu'espèce, de ne pas être complètement déterminés par des facteurs génétiques ou des facteurs neurobiologiques. Le cerveau aussi semble agir comme une valve de réduction. Donc ça, c'est une idée qui n'est pas nouvelle, qui a été proposée par Henry Bergson, William James, Aldous Huxley. Donc, normalement, le cerveau agirait comme une valve de réduction, ce qui ferait que ça ne permet que l'expression ou l'expérience d'une portion très restreinte de la réalité, y compris pour le monde spirituel, mais on peut moduler le couplage esprit-cerveau de différentes manières, soit par des substances psychotropes, par exemple des psychédéliques, soit par un état de mort clinique, évidemment, là c'est très, très radical, mais il y a d'autres pratiques comme la contemplation, la prière, l'isolation sensorielle, qui permettent également de modifier ce couplage-là. Et en ce sens-là, on pourrait dire que les processus mentaux et la conscience interagissent avec le cerveau, mais ils ne sont pas confinés à cet organe-là. Ça, c'est une position qui est partagée par Sheldrake aussi, par Van Lommel. Et donc, dans ce sens-là, le cerveau agirait plus comme un récepteur, un transmetteur des processus mentaux. On pourrait utiliser, si vous voulez, l'analogie du téléviseur. Donc, lorsque vous modulez, vous altérez des composantes électroniques de votre téléviseur, vous allez modifier la réception des images, du son, mais la station télé continue d'émettre la même programmation. Et donc, moi, je pense que tout ça, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ça nous mène vers une nouvelle révolution scientifique. On est en période de changement de paradigme et il est clair que l'esprit et la conscience sont des entités ou des principes qui sont fondamentaux et irréductibles. Et donc, ces principes-là contribuent activement à modifier, à changer notre réalité. Je propose aussi que ce qu'on appelle le monde physique et le monde de la psyché sont interconnectés et ils sont reliés à une espèce de matrice primordiale, si on veut, en dehors de l'espace-temps. Et c'est cette interconnexion fondamentale qui permettrait donc à l'esprit humain d'influencer le monde physique et aussi d'interagir à différents niveaux d'organisation de la matière, soit au niveau quantique, mais aussi au niveau biologique ou avec d'autres êtres humains. Donc, je vous remercie pour votre attention.